En septembre 1939, le ciel au-dessus de la Pologne brûlait de feu et de fumée. Les chars allemands écrasaient les routes des villages, l'artillerie bombardait les villes, et des milliers de civils fuyaient en panique au son des sirènes d'alerte aérienne. Quelques jours seulement plus tard, de l'Est, l'armée rouge soviétique avança. Deux grandes puissances qui avaient autrefois été ennemies divisaient maintenant une nation ensemble, exactement comme elle avait été tracée sur la carte dans la salle de réunion à Moscou. Au milieu des explosions et de la fumée, un nom résonnait dans les rapports de presse internationaux. Joachim von Ribbentrop, le ministre nazi des Affaires étrangères, l'homme qui avait signé le pacte qui avait embrasé l'Europe. Il n'était pas encore sur le champ de bataille. Chaque signature de sa part ouvrait la voie aux chars. Chaque phrase diplomatique de sa part cachait un plan d'invasion. Alors que la guerre s'étendait sur le continent, Ribbentrop croyait avoir réalisé son plus grand triomphe diplomatique. En réalité, c'était le moment où il a commencé à tout perdre. Sa réputation, son humanité et finalement sa propre vie. Ribbentrop et une enfance ambitieuse. Joachim von Ribbentrop est né le 30 avril 1893 à Wesel, partie de l'Empire allemand. Il est né dans une longue lignée d'officiers militaires prussiens. Son père, Richard Ribbentrop, était un officier strict, tandis que sa mère, Johanna Sophie Herwig, venait d'une famille de propriétaires terriens. Dès son plus jeune âge, la vie de Ribbentrop était liée à l'armée et aux idées d'honneur et de valeur qu'il transformerait plus tard en masque pour sa soif de pouvoir. La famille Ribbentrop devait déménager fréquemment en suivant les affectations militaires de son père, ce qui l'a fait grandir dans l'instabilité et l'isolement. Ses camarades de classe se souvenaient que Ribbentrop socialisait rarement, apparaissant souvent froid et quelque peu arrogant. Cet environnement fermé et discipliné lui donnait une apparence de confiance, mais à l'intérieur, il portait une profonde peur d'être méprisé, un sentiment qui le hanterait pour le reste de sa vie. De 1904 à 1998, Ribbentrop a étudié à l'Art Faber à Metz, une région profondément influencée par la culture française et allemande. Il excellait dans les langues, particulièrement le français et l'anglais, une compétence rare parmi les jeunes Allemands à l'époque. Pourtant, malgré son aptitude linguistique, Ribbentrop manquait de véritable grâce sociale. Ses professeurs ont remarqué qu'il semblait intelligent, mais était uniquement préoccupé par le fait de se prouver. Ses camarades de classe disaient qu'il voulait toujours commander les autres sans raison. Les compétences linguistiques de Ribbentrop l'aideraient plus tard à s'élever dans les cercles diplomatiques. Mais son arrogance et sa rigidité le rendaient l'incarnation de quelqu'un techniquement capable, mais dépourvu de compréhension humaine. En 1908, un événement a changé le cours de la vie de Ribbentrop. Son père a été forcé de quitter l'armée après avoir critiqué l'empereur Guillaume II lors d'une réunion. La famille a perdu son statut et ses revenus, quittant Berlin pour s'installer en Suisse. Pour un garçon élevé dans la fierté militaire, cette chute est devenue une profonde blessure dans sa psyché. À partir de ce moment, il a nourri une obsession de restaurer l'honneur perdu, quel qu'en soit le prix. En Suisse, Ribbentrop a appris à s'adapter à la haute société européenne. Il a appris le ski, étudié les manières aristocratiques et appris à s'habiller élégamment. Il semblait réaliser que dans une Europe en mutation, l'apparence pouvait ouvrir des portes que l'aptitude ne pouvait pas. Il a commencé à se former à la posture, à la parole et à la prestance d'un gentleman, une façade qu'il maîtriserait plus tard dans l'arène politique de l'Allemagne nazie. En 1910, Ribbentrop a quitté l'Europe pour le Canada. Il a travaillé dans divers emplois comme commis de vente, courtier d'assurance et même négociant en vin. En Amérique du Nord, il a rencontré un esprit de pragmatisme, une société où le succès dépendait de la ruse plutôt que de la lignée. Cette expérience l'a laissé avec une croyance erronée que tout pouvait être acheté, même l'honneur et la position. Son temps au Canada a enseigné à Ribbentrop comment parler avec confiance, faire une impression et se vendre comme une marque. Quand il est retourné en Allemagne, il portait avec lui la conviction qu'avec assez de ruse, il pouvait gravir n'importe quel échelon du pouvoir. Ribbentrop du négociant en vin au faux aristocrate. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté à l'été de 1914, Joachim Ribbentrop est immédiatement retourné en Allemagne. Il a rejoint la cavalerie et a combattu sur les deux fronts, l'occidental et l'oriental. Dans les premières années, Ribbentrop a montré une témérité et une ambition claires. Il a été blessé plusieurs fois, mais chaque fois qu'il retournait au champ de bataille, il essayait de se prouver digne de l'honneur que sa famille avait autrefois perdu. À la fin de la guerre, Ribbentrop a été affecté à Constantinople, maintenant Istanbul, comme officier d'état-major, une position pas particulièrement importante, mais qui lui a permis d'observer les affaires diplomatiques internationales. Il a observé les négociations entre l'Allemagne, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie.
et a réalisé que la diplomatie était un nouveau chemin pour atteindre le pouvoir que le champ de bataille ne pouvait pas fournir. Quand la guerre s'est terminée en 1918, Ribbentrop portait avec lui la fierté d'un soldat qui avait reçu la Croix de Fer, mais est retourné à une Allemagne épuisée, divisée et appauvrie. L'Empire s'était effondré, l'empereur avait abdiqué, et des millions de soldats étaient au chômage. Ribbentrop a refusé de vivre comme un échec. Il croyait qu'il n'était pas né pour se fondre dans la foule, mais pour être vu. En 1920, Ribbentrop a rencontré Anna Elisabeth Henkel, la fille d'une famille riche produisant du champagne à Wiesbaden. Henkel possédait non seulement l'une des marques de boissons les plus célèbres d'Allemagne, mais avait aussi des connexions profondes dans les cercles financiers et industriels. Le mariage entre Ribbentrop et Anna Henkel a été un tournant, le transformant d'un ancien officier inconnu en un homme de standing social et de sécurité financière. Ceux qui le connaissaient à l'époque ont dit que Ribbentrop s'était rapidement adapté à son nouveau rôle. Il a appris les manières de la haute société, organisé des réceptions, rencontré des hommes d'affaires et a été graduellement accepté dans des clubs prestigieux à Berlin. Il a ouvert une entreprise d'importation de vin, voyageant fréquemment entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Il ne faisait pas que commercer du vin, mais aussi de sa propre image, se présentant comme un homme sophistiqué et réussi qui parlait couramment l'anglais et représentait une Allemagne moderne. Mais derrière cette apparence se cachait le vide. Ribbentrop n'avait aucune véritable fondation politique ou académique. Il n'était ni un penseur ni un stratège. Tout ce qu'il possédait était la compétence de faire des impressions et la croyance que le statut pouvait être acheté avec de l'argent et des connexions. En 1925, Ribbentrop a réalisé ce qu'il avait toujours désiré, le titre de noblesse. Un parent éloigné de l'ancienne ligne noble Ribbentrop a accepté de l'adopter. Selon la coutume allemande, cela lui a permis d'utiliser légalement le titre von. À partir de ce moment, il était connu sous le nom de Joachim von Ribbentrop. Ce qui semblait une simple formalité s'est transformé en une puissante impulsion pour son ambition. Dans la société allemande d'après-guerre, où la division entre l'aristocratie et la bourgeoisie restait profonde, le mot von ouvrait chaque porte qui avait autrefois été fermée à Ribbentrop. Maintenant, il n'était plus un simple négociant en vin, mais un homme de la haute société. Ses contemporains l'ont ridiculisé comme un noble acheté, mais Ribbentrop ne s'en souciait pas. Il croyait que l'image importait plus que l'origine, et la réalité lui a donné raison, car ses nouvelles connexions dans la finance et l'armée l'ont rapproché de figures conservatrices qui soutiendrait plus tard la montée du nationalisme extrême. À la fin des années 1920, l'Allemagne restait enlisée dans une crise économique et politique. Pendant ce temps, Ribbentrop devint de plus en plus réussi dans la construction de son réseau de connexions. Il organisait des réceptions somptueuses, invitant des officiers, des politiciens et des hommes d'affaires. Il a façonné l'image d'un nouvel Allemand, riche, confiant et capable de converser avec le monde. Cependant, son succès reposait non pas sur la vision, mais sur l'illusion. L'illusion que l'Allemagne pouvait retrouver son statut par un mélange de pouvoir et de glamour. L'illusion qu'il pouvait devenir un pont entre les anciennes et nouvelles classes. Cette illusion l'a rendu un croyant facile en un autre homme, Adolf Hitler, qui promettait de restaurer la gloire passée de l'Allemagne et de récompenser ceux qui montraient une loyauté indéfectible. Ribbentrop et la marche vers le pouvoir. En 1928, lors d'un rassemblement de politiciens conservateurs à Berlin, Ribbentrop a rencontré Adolf Hitler pour la première fois. À cette époque, il n'était pas encore un politicien, mais un homme d'affaires réussi avec un discours éloquent et une confiance en soi frappante. Pourtant, c'était précisément cette manière confiante, son anglais courant et son attitude différentielle qui ont attiré l'attention de Hitler. Ribbentrop a vu en Hitler ce qu'il croyait être la plus grande opportunité de sa vie. En cet homme, il a vu un leader qui pouvait restaurer la puissance de l'Allemagne et, plus important encore, récupérer l'honneur que sa famille avait perdu. À partir de 1930, Ribbentrop a commencé à apparaître fréquemment au rassemblement de politiciens et d'hommes d'affaires qui soutiendraient le parti nazi. Il a habilement utilisé ses connexions avec les cercles conservateurs riches pour fournir un soutien financier au mouvement de Hitler. La villa des Ribbentrop à Berlin est rapidement devenue un lieu de réunion pour les discussions secrètes entre les industriels, les aristocrates et les membres du parti nazi. Ribbentrop n'était pas remarquable pour son intellect ou sa vision, mais il possédait une qualité que Hitler valorisait par-dessus tout,
la loyauté absolue. Dans les conversations privées, il était toujours d'accord avec tout ce que Hitler disait, répétant souvent ses paroles presque mot pour mot. Cela a fait croire à Hitler que Ribbentrop comprenait pleinement et partageait son idéologie. Alors que de nombreux diplomates et généraux nourrissaient encore des doutes, Ribbentrop affichait une foi aveugle dans le chemin tracé par le leader du Troisième Reich. Ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères à l'époque se souvenaient que Ribbentrop était arrogant et distant. Il méprisait les diplomates vétérans, les appelant les faibles de la République de Weimar. Il croyait que la politique ne nécessitait pas de ruse, mais de décision et de loyauté. C'était cette conviction qui a fait voir à Hitler en lui la personne idéale pour remodeler la diplomatie allemande selon le nouvel esprit du Reich. Au début de 1933, avant que Hitler ne soit nommé chancelier, Ribbentrop a joué un rôle important en reliant le parti nazi à l'élite industrielle et aux politiciens conservateurs. Il a organisé de nombreuses réunions privées pour persuader les figures influentes que Hitler était le seul choix capable de restaurer l'ordre en Allemagne. Par sa coordination, plusieurs accords secrets ont été conclus, ouvrant la voie au 30 janvier 1933, quand Hitler est officiellement arrivé au pouvoir. Après que Hitler soit devenu chancelier, Ribbentrop a été nommé commissaire spécial pour le désarmement, une position qui semblait mineure, mais portait un grand poids symbolique. En public, il parlait de paix et de coopération internationale. Mais en réalité, il a aidé Hitler à réarmer secrètement la nation en violation flagrante du traité de Versailles. C'était une époque où le monde croyait encore que l'Allemagne se dirigeait vers la modération, tandis qu'en vérité, les usines d'armement fonctionnaient jour et nuit. En 1935, Ribbentrop a réalisé l'un de ses premiers succès diplomatiques en négociant l'accord naval anglo-allemand. Le traité a permis à l'Allemagne de construire une marine jusqu'à 35% de la taille de la marine royale britannique. Cela a marqué un tournant qui a aidé l'Allemagne à restaurer sa puissance militaire tout en créant une division entre la Grande-Bretagne et la France. Aux yeux de Hitler, Ribbentrop est devenu un héros. Il a été salué comme le symbole de la nouvelle diplomatie du Troisième Reich. À partir de ce moment, Ribbentrop est devenu encore plus arrogant. Il croyait qu'avec son éloquence et sa loyauté, il pouvait remplacer entièrement les anciens diplomates et prendre le contrôle de toute la politique étrangère de l'Allemagne. Dans les années suivantes, Ribbentrop a continué à agir comme intermédiaire dans les accords secrets avec l'Italie et le Japon qui ont formé le pacte anti-Comintern. Sa relation étroite avec Hitler est devenue de plus en plus solide. Et au début de 1938, quand Hitler a décidé de renvoyer le ministre des Affaires étrangères Constantin von Neurath, un homme prudent et modéré, Ribbentrop était le seul remplaçant possible. Ribbentrop en Angleterre. En août 1936, Joachim von Ribbentrop a été nommé ambassadeur allemand en Grande-Bretagne. Pour lui, c'était une récompense pour sa loyauté et une opportunité d'affirmer son statut personnel. Hitler croyait que Ribbentrop, avec son anglais courant et sa manière aristocratique, pouvait ouvrir une relation amicale entre les deux nations. Il a organisé des réceptions somptueuses, prononcé de grands discours sur la Nouvelle-Allemagne et croyait que les Britanniques seraient impressionnés. Mais la culture politique britannique n'avait pas de place pour l'ostentation. En quelques mois, Ribbentrop était devenu un objet de ridicule dans les cercles diplomatiques de Londres. Au lieu de créer de la bonne volonté, Ribbentrop irritait tout le monde avec sa personnalité rigide et son arrogance. Lors des réunions, il parlait trop de Hitler et de l'avenir de l'Europe sous le nouvel ordre. De nombreux officiels britanniques ont noté que Ribbentrop ne comprenait pas l'esprit de coopération, seulement l'imposition. L'incident le plus grave s'est produit lors de son audience avec le roi George VI au début de 1937. Selon le protocole, les ambassadeurs étaient censés s'incliner devant le roi, mais Ribbentrop a levé la main en salut nazi et a crié « Heil Hitler ». Toute la salle est restée silencieuse. L'acte l'a rendu sujet de ridicule dans tout Londres et a gravement endommagé l'image de l'Allemagne. Les rumeurs à son sujet se sont propagées encore plus loin quand la haute société de Londres a chuchoté à propos d'une relation intime entre Ribbentrop et Wallis Simpson, la maîtresse du roi Édouard VIII. Selon un noble allemand en exil, il lui envoyait autrefois 17 roses rouges chaque jour, symbolisant le nombre de fois où ils s'étaient rencontrés. Il n'y avait pas de preuves solides, mais la rumeur seule était suffisante pour le rendre le sujet scandaleux de la ville. Pour les Britanniques, ce n'était pas seulement une affaire amoureuse,
mais une insulte diplomatique. Pour Ribbentrop, c'était la preuve de son arrogance et de son illusion qu'il pouvait charmer toute l'aristocratie anglaise. Son échec en communication l'a graduellement laissé isolé. Même au sein de l'ambassade, les subordonnés le décrivaient comme un homme qui n'écoutait jamais et croyait toujours avoir raison. Il envoyait de faux rapports à Berlin, dépeignant la Grande-Bretagne comme une nation prête à s'allier avec l'Allemagne, quand en réalité le contraire était vrai. Ses collègues en Allemagne ont commencé à s'éloigner de lui. Hermann Göring l'appelait un imbécile arrogant, tandis que Goebbels écrivait dans son journal que Ribbentrop vit dans une illusion. Pourtant, Hitler a maintenu sa confiance absolue. Pour Hitler, Ribbentrop était loyal plutôt qu'intelligent, et c'était suffisant pour le garder protégé. Ses collègues en Allemagne ont commencé à s'éloigner de lui. Hermann Göring l'appelait un imbécile arrogant, tandis que Goebbels écrivait dans son journal que Ribbentrop vit dans une illusion. Pourtant, Hitler a maintenu sa confiance absolue. Pour Hitler, Ribbentrop était loyal plutôt qu'intelligent, et c'était suffisant pour le garder protégé. Quand il est retourné à Berlin, Hitler le favorisait toujours. C'était cette haine envers la Grande-Bretagne qui l'a conduit à proposer la coopération avec l'Union soviétique. Une idée audacieuse qu'un an plus tard, il a transformée en réalité par le pacte Molotov-Ribbentrop. Cela marqua un tournant dans sa vie, lorsque l'arrogance et la loyauté aveugle non seulement détruisirent sa carrière diplomatique, mais aussi allumèrent la catastrophe qui engloutit toute l'Europe. Ribbentrop s'élève au sommet du pouvoir. En février 1938, Adolf Hitler avait placé Joachim von Ribbentrop au poste de ministre des Affaires étrangères allemand. La décision surprit beaucoup dans les cercles politiques de Berlin, car Ribbentrop n'avait aucune expérience diplomatique professionnelle. Mais aux yeux de Hitler, c'était un homme d'une loyauté absolue, prêt à exécuter chaque ordre sans question. Dès qu'il prit ses fonctions, Ribbentrop commença à purger le ministère des Affaires étrangères. Il élimina les diplomates vétérans qui avaient servi pendant la République de Weimar et les remplaça par des membres plus jeunes, loyaux au parti nazi. Pour lui, le ministère des Affaires étrangères n'était pas un lieu de négociation, mais un outil pour imposer la volonté du Troisième Reich au monde. Lors de ses réunions avec Hitler, Ribbentrop affirmait souvent que l'Europe était prête à se soumettre à l'Allemagne. Il croyait que la Grande-Bretagne s'affaiblissait, que la France était divisée et que l'Union soviétique était un partenaire potentiel. Hitler était entièrement d'accord. Et à partir de ce moment, Ribbentrop devint l'architecte en chef de la politique étrangère allemande pendant la préparation à la guerre. Immédiatement après avoir pris ses fonctions, Ribbentrop fit face à l'opposition des militaires et des diplomates conservateurs. Beaucoup croyaient qu'une politique agressive pousserait l'Allemagne vers une guerre totale, mais Ribbentrop s'en fichait. Il croyait que seule une action ferme pouvait donner à l'Allemagne le statut de grande puissance. Lorsque l'accord de Munich fut signé à la fin de 1938, permettant à l'Allemagne d'annexer la région de Sudète de la Tchécoslovaquie sans guerre, Ribbentrop parut insatisfait. À son avis, la concession de la Grande-Bretagne et de la France était un signe de faiblesse, et il craignait que cela ne retarde les plans d'expansion territoriale de l'Allemagne. Il dit à ses proches collaborateurs qu'il valait mieux aller à la guerre maintenant, alors qu'ils étaient forts, plutôt que d'attendre que l'ennemi soit complètement préparé. Cette mentalité reflétait la façon de penser typique de Ribbentrop, celle qui ne comprenait pas les limites de la diplomatie et croyait que la puissance militaire était le seul langage que le monde respectait. Au début de 1939, Hitler confia à Ribbentrop la mission la plus importante de sa vie: s'assurer que l'Union soviétique n'interférerait pas lorsque l'Allemagne attaquerait la Pologne. C'était l'étape clé pour éviter de répéter l'erreur d'une guerre sur deux fronts, comme lors de la Première Guerre mondiale. Ribbentrop commença immédiatement à négocier par des canaux diplomatiques indirects. Il envoya des signaux à Moscou que l'Allemagne était disposée à reconnaître les intérêts de l'Union soviétique en Europe de l'Est si Staline acceptait un accord de neutralité. Alors que le monde croyait encore que Hitler et Staline étaient des ennemis jurés, Ribbentrop persuada patiemment, en utilisant les paroles les plus froides et les plus pragmatiques. En août 1939, Ribbentrop vola vers Moscou. La négociation s'est déroulée dans une atmosphère prudente, mais efficace. Le 23 août, lui et le ministre soviétique des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, signèrent le pacte de non-agression germano-soviétique, s'engageant que les deux côtés ne s'attaqueraient pas l'un l'autre pendant 10 ans. En surface, c'était un traité de paix,
mais il y était joint un protocole secret divisant l'Europe de l'Est en sphères d'influence. La Pologne fut divisée en deux, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie furent placées sous le contrôle soviétique. Sur la carte signée entre eux, le destin de millions de personnes fut décidé avec seulement quelques traits de plume. Lorsque Ribbentrop revint à Berlin, Hitler l'accueillit comme un héros. La presse allemande appela le pacte l'apogée du génie diplomatique allemand. Il croyait avoir remporté un triomphe, transformant un ennemi idéologique en partenaire et ouvrant la voie à l'Allemagne pour attaquer la Pologne sans obstruction. Mais seulement une semaine plus tard, le 1er septembre 1939, les premiers canons tonnèrent. L'armée allemande franchit la frontière polonaise et comme convenu dans le protocole secret, l'armée rouge soviétique envahit depuis l'Est. La Deuxième Guerre mondiale avait officiellement commencé. Pour Ribbentrop, c'était le plus grand succès de sa vie. Mais en réalité, c'était le premier pas vers la chute du régime même qu'il servait. Il ne réalisait pas que le traité dont il était si fier posait les fondations du futur conflit entre l'Allemagne et l'Union soviétique, et qu'il avait signé la condamnation à mort de millions de personnes. Dans les premiers jours de la guerre, Ribbentrop marchait parmi les foules qui acclamaient et les drapeaux qui ondulaient, convaincu qu'il avait fait l'histoire. Il ne savait pas que l'histoire se préparait à enregistrer son nom, non pas comme un diplomate, mais comme l'homme qui avait utilisé l'encre pour allumer la guerre la plus dévastatrice du XXe siècle. Ribbentrop pendant la guerre. Lorsque la guerre éclata, Joachim von Ribbentrop devint l'une des figures les plus puissantes du Troisième Reich. Il n'était plus seulement un homme derrière la table des négociations, mais la voix représentant l'Allemagne au monde. Chaque télégramme, chaque déclaration, chaque note diplomatique portait sa signature. Ribbentrop croyait que la diplomatie pouvait aller de pair avec la guerre, et que les paroles pouvaient servir le fusil. Au cours des 2 premières années, il réalisa de nombreux succès apparents. Sous sa direction, l'axe fut formé. Le 27 septembre 1940, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signèrent le pacte tripartite, créant officiellement la plus grande alliance militaire de l'époque. Il amena également la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Finlande dans l'orbite de l'Allemagne. Pour Hitler, Ribbentrop était l'homme qui donnait à la guerre de l'Allemagne un visage légal et des alliés sur papier. À mesure que la guerre s'étendait et que les campagnes de répression commençaient, le rôle du ministère des Affaires étrangères devint plus sombre que jamais. De nombreux documents montrent que Ribbentrop savait bien ce qui se passait dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Les ambassadeurs allemands en France, en Hongrie et en Croatie envoyait régulièrement des rapports à Berlin sur la déportation des Juifs. Au lieu de s'y opposer, Ribbentrop ordonna la coopération. Il signa une série de notes diplomatiques exigeant que les gouvernements alliés de l'Allemagne livrent les Juifs pour une réinstallation à l'Est. La phrase semblait inoffensive, mais était en fait un moyen de dissimuler les opérations brutales qui se déroulaient dans les ombres. Par un langage soigneusement choisi, Ribbentrop transforma la diplomatie en un outil pour légitimer les crimes. À partir de 1941, après que l'Allemagne eut attaqué l'Union soviétique, la position de Ribbentrop commença à s'affaiblir. Il s'était opposé à l'invasion, croyant que rompre le pacte avec Staline était une erreur stratégique. Mais Hitler n'écouta pas. Ribbentrop était un outil, pas un conseiller. Au sein des rangs, les officiers militaires et les hauts fonctionnaires considéraient de plus en plus Ribbentrop comme un homme arrogant qui parlait trop et ne comprenait rien au champ de bataille. Hermann Göring l'a une fois réprimandé lors d'une réunion. « Vendeur de champagne bon marché, qu'en sais-tu de la guerre ?» Ribbentrop répondit « Je suis le ministre des Affaires étrangères du Reich et responsable de la défense de son honneur. » Cette réponse révéla clairement sa nature, arrogante, s'accrochant à son titre même lorsque son vrai pouvoir avait disparu. Après la défaite de Stalingrad en 1943, l'Allemagne commença à sombrer dans la crise. Hitler perdit de plus en plus confiance en ses conseillers et Ribbentrop fut exclu de toutes les décisions majeures. Le ministère des Affaires étrangères fut placé sous la supervision du parti nazi. Il essaya de conserver son influence en organisant des réunions, en rédigeant des rapports et en envoyant des télégrammes sans sens sur l'espoir diplomatique. Mais personne ne s'en souciait plus. Lorsque le complot pour assassiner Hitler eut lieu en juillet 1944, Ribbentrop n'y était pas impliqué. Il ordonna même l'arrestation de ceux soupçonnés de trahison. Cette action lui permit de conserver son poste un peu plus longtemps, mais le laissa encore plus isolé. Ceux qui avaient autrefois été ses alliés lui tournèrent maintenant le dos. En avril 1945, lorsque Berlin fut encerclé, Ribbentrop essaya de demander une dernière réunion avec Hitler, mais fut refusé. Dans le journal d'un agitateur, il était écrit « Hitler ne faisait confiance à personne, surtout pas à Ribbentrop.
Il s'enfuit de Berlin en emportant quelques documents et un pistolet, errant parmi les ruines de l'Empire qu'il avait contribué à construire. Le 14 juin 1945, à Hambourg, les forces britanniques capturèrent un homme qui s'identifiait comme un marchand nommé Richard Ulrich. Lors de l'interrogatoire, il hésita, et après quelques heures, sa véritable identité fut révélée. C'était Joachim von Ribbentrop, le dernier ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Le nom, autrefois imprimé dans tous les journaux, n'était maintenant que celui d'un prisonnier en menottes. La chute de Ribbentrop n'était pas seulement la fin d'un homme, mais aussi un reflet de toute la structure du pouvoir nazi. Grand dans l'illusion, brutal dans l'action et creux dans l'essence. En ce moment, il n'était plus un diplomate, plus un noble, mais un homme vaincu, payant le prix des paroles mêmes qui avaient mis le monde en feu. Ribbentrop devant la justice. À la fin de 1945, Ribbentrop était l'un des 24 accusés au tribunal militaire international de Nuremberg. Il était assis au premier rang à côté d'Hermann Göring, de Karl Dönitz et de Wilhelm Keitel. La presse le décrivait comme un homme silencieux, qui essayait de conserver la posture d'un aristocrate, mais dont les yeux étaient remplis d'anxiété. Les procureurs accusèrent Ribbentrop de 3 chefs principaux: conspiration pour mener une guerre agressive, crime de guerre et crime contre l'humanité. Les preuves étaient claires. Des centaines de documents diplomatiques portant sa signature prouvaient que Ribbentrop lui-même avait poussé pour des traités agressifs, en particulier le pacte Molotov-Ribbentrop, et avait participé à la déportation de civils des territoires occupés. Dans sa défense, il nia toute responsabilité. Il prétendit que chaque décision avait été prise par Hitler et qu'il n'avait fait que suivre les ordres. Il dit « J'ai simplement rempli les fonctions d'un ministre des Affaires étrangères. Je ne savais pas ce qui se passait derrière le front. » Mais les preuves réfutèrent complètement cette affirmation. Les mémorandums, les télégrammes et les notes diplomatiques montraient que Ribbentrop savait bien les politiques brutales qu'il avait contribué à légitimer par le langage diplomatique. Tout au long du procès, Ribbentrop essaya de maintenir son sang-froid. Il n'admit aucune culpabilité, ne montra aucun remords. Les témoins le décrivaient comme un homme vivant dans son propre monde, croyant qu'il n'avait fait que ce qui était nécessaire pour l'Allemagne. Lorsqu'un journaliste lui demanda s'il était toujours loyal envers Hitler, il répondit brièvement « J'ai cru en lui, et je ne le regrette pas ». Cette phrase fit taire la salle d'audience, non pas par courage, mais parce qu'elle révéla l'essence de Ribbentrop. Un homme disposé à abandonner sa conscience au service du pouvoir. Pour lui, la loyauté était la seule vertu. La moralité, l'humanité et la vérité n'avaient pas leur place. Le 1er octobre 1946, le tribunal de Nuremberg déclara Joachim von Ribbentrop coupable sur les 3 chefs d'accusation et le condamna à mort par pendaison. Il écouta le verdict en silence, hocha légèrement la tête et fut reconduit à sa cellule. Les gardes racontèrent plus tard que lors de sa dernière nuit, il s'assit pour écrire une lettre à sa femme, exprimant sa conviction que l'histoire me comprendra mal. À l'aube du 16 octobre 1946, Ribbentrop fut le premier à être amené à l'échafaud de la prison de Nuremberg. Lorsqu'on lui demanda s'il avait des dernières paroles, il parla doucement. « Que Dieu protège l'Allemagne. Que Dieu ait pitié de mon âme. Je prie pour la paix du monde. » Un bref silence suivit. Puis la trappe s'ouvrit. Selon les témoignages, la mort de Ribbentrop ne s'est pas produite aussi rapidement que prévu. La corde glissa de sa position, le faisant se débattre pendant plusieurs minutes avant qu'il cesse de respirer. Lorsque son corps fut descendu, le médecin confirma l'heure du décès à 11h du matin. Son corps, ainsi que ceux des autres, fut incinéré à Munich. Les cendres furent dispersées dans le fleuve pour empêcher tout culte ou mémorial. Il n'y eut pas de funérailles, pas de cortège, seulement un nom effacé du registre de l'Allemagne. La mort de Joachim von Ribbentrop marqua l'effondrement complet d'une époque au cours de laquelle les paroles étaient utilisées pour dissimuler les crimes. Il entra dans l'histoire non pas comme un diplomate, mais comme un homme qui transforma le langage en arme, la table des négociations en champ de bataille, et la loyauté en voile pour la cruauté. Les procès de Nuremberg non seulement mirent fin à sa vie, mais établirent également un nouveau principe dans le monde d'après-guerre. Ceux qui signaient des ordres, émettaient des commandements ou conspiraient en coulisses seraient jugés de la même manière que ceux qui exécutaient les crimes. Et parmi ces noms, Joachim von Ribbentrop reste l'un des exemples les plus clairs de l'effondrement moral lorsque le pouvoir n'est pas contrôlé. L'histoire du XXe siècle montre que le pouvoir le plus dangereux ne réside pas entre les mains de ceux qui manient les armes,
mais entre celles de ceux qui transforment les paroles en instruments d'autorité. Joachim von Ribbentrop en est la preuve. Il non seulement trahit sa propre conscience, mais transforma également la diplomatie, le langage de la paix, en masque pour l'agression et la tromperie. En tant qu'historien, je crois que la plus grande leçon de Ribbentrop n'est pas sa culpabilité personnelle, mais le silence collectif. Lorsque les personnes instruites choisissent de s'incliner devant le pouvoir, l'histoire paie toujours le prix en tragédie. La responsabilité de chaque génération n'est pas de détourner le regard du passé, mais de l'affronter, de comprendre que la moralité et le courage ne peuvent jamais être remplacés par l'ambition. Le monde d'aujourd'hui a toujours besoin de diplomatie, mais surtout, il a besoin de personnes qui valorisent la vérité plutôt que le pouvoir. Car une paix durable n'est pas construite sur des traités, mais sur la conscience. La très chose que Ribbentrop a perdue et que l'humanité ne doit jamais perdre à nouveau.